Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est une reprise d'une vidéo sortie originellement sur la chaîne en 2019. Peu satisfait de cette première version et jugeant que le sujet méritait quand même un meilleur traitement, j'ai décidé de la refaire entièrement en y intégrant pour le coup les changements survenus lors de la sortie des films en Blu-ray 4K en 2020. Donc oui, je sais, la blague est facile, c'est une édition spéciale, une vidéo qui critique les éditions spéciales. Comme disait l'autre, Quelle ironie. La vidéo originale reste toutefois disponible sur la chaîne si vous voulez vous rendre compte du chemin qui a été parcouru en 3 ans. Ça casse quand même un peu, selon moi, l'atmosphère anxiogène à la fin quand Han Solo est fait prisonnier. Mais bon, apparemment je suis un des seuls à penser ça. Putain, 3 ans. Allons-y donc. À la fin des années 90, George Lucas a du pain sur la planche. Sa société d'effets spéciaux ILM vient de révolutionner les effets numériques avec Jurassic Park. Et le créateur de Star Wars estime que la technologie est prête à matérialiser sur grand écran son projet de préquel qui raconterait la jeunesse d'Anakin Skywalker et sa chute vers le côté obscur. Mais avant ça, il y a un détail à régler. Lucas aimerait bien réintégrer dans le film original la rencontre de Han Solo avec Jabba le Hutt. En 1977, il avait filmé la scène avec l'acteur Declan Mulholland avec l'intention de le recouvrir par une créature en stop motion, mais avait dû abandonner l'idée par manque de temps et de budget. Et les informations contenues dans la scène avaient été transférées dans les sous-titres de Greedo. Where would I be if every pilot we smuggled for me dropped his consignment at the first sign of an Imperial starship? It's not good business. Look, Jabba, even I get boarded sometimes. You think I had a choice? Moi raisonné. Tu crois que j'avais le choix? Mais en revoyant le film, Lucas se dit que c'est, je cite, moche, voire irregardable. Il décide donc de modifier la trilogie originale en y intégrant des effets spéciaux numériques dernier cri. Le tout permettrait d'une part à ILM de s'entraîner pour les effets spéciaux de la prélogie, mais également de faire monter la hype auprès des fans en ressortant la trilogie originale pour les 20 ans du premier film en 1997. Pour son 20e anniversaire, cette aventure exceptionnelle revient sur grand écran, comme personne ne l'avait vécu auparavant. Cette fois, personne ne nous arrêtera. Aidez-moi, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Avec de nouveaux effets spéciaux. Ils approchent trop vite! Le son numérique. Et bien d'autres surprises. Ces nouvelles versions, qu'on appelle les éditions spéciales, sont encore modifiées lors de leur sortie en DVD en 2004, puis en Blu-ray en 2011, puis en Blu-ray 4K en 2020, de manière de plus en plus légère toutefois. Les versions originales de ces films n'ont cependant jamais été rééditées correctement depuis. Bon, il existe bien un DVD sorti en 2006 qui les propose, mais c'est juste en bonus, dans un transfert non remasterisé et même pas adapté aux écrans 16:9. Alors personnellement, même si en bon enfant de l'an 2000 j'ai découvert ce film via les éditions spéciales, eh bien je les déteste. En fait, je trouve qu'elles ont largement abîmé les films. Je m'explique. Un film est le produit de son époque. Les effets spéciaux, le grain de l'image, la façon de jouer, l'écriture des dialogues, le look des personnages, tout ça participe à ancrer un film dans son époque. Évidemment, tous les films ne vieillissent pas à la même vitesse. Un film qui se déroule dans notre monde sera très facile à dater, et un film de SF très abouti peut être assez difficile à replacer. Il n'y a qu'à voir 2001 l'Odyssée de l'espace, qui fête ses 54 ans cette année, mais qui reste assez intemporel, contrairement à sa suite, bien plus récente, mais paradoxalement plus datée. D'ailleurs, j'estime que la version originale de La Guerre des Étoiles a plutôt bien vieilli. Bon, certes, elle a acquis une patine rétro, voire parfois un petit peu kitsch. Il y a une trentaine d'appareils Seigneur Vador, et ils sont si petits qu'ils passent sous nos turbos laser. Mais c'est tout à fait regardable. Par contre, les images de synthèse ajoutées 20 ans plus tard ont souvent elles-mêmes plus mal vieilli que les trucages qu'elles ont remplacés, et jure avec le reste. Je veux dire, imaginez qu'on remplace la marionnette du King Kong de 1933 par le modèle informatique du remake de 2005. Admettez que ça colle pas à ces deux époques trop différentes. D'ailleurs, ironiquement, au tout début de sa carrière, George Lucas s'était vivement insurgé de la commercialisation de versions colorisées d'anciens films en noir et blanc. Je précise que je n'ai absolument aucun problème avec les gens qui préfèrent les éditions spéciales. C'est une vision comme une autre, c'est vrai qu'il y a des changements qui sont pertinents, et il y a la nostalgie. Mais non, moi ce qui me dérange vraiment, c'est le fait que Lucas refuse la commercialisation des éditions originales en bonne qualité. C'est un comportement despotique et franchement irrespectueux envers les fans ou les cinéphiles. Ajoutez à ça le fait que Lucas n'a pas réalisé les épisodes 5 et 6, La Guerre des Étoiles c'est son film, mais l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi pas du tout, donc je vois pas en quoi la sacro-sainte vision de l'artiste justifierait qu'il y touche.
Mais bref, revenons en détail sur les changements les plus importants, et faisons la nuance entre ce qui est purement cosmétique et ce qui altère les films en profondeur. D'une part, on va évacuer les petits détails ou les corrections de faux raccords. Rectifier les contours des soleils ou remplacer l'anglais par l'alphabet utilisé dans Star Wars dans le premier film, ok, ce sont des détails qui dénotent pas avec le reste du film, pas de soucis. Modifier le trompe-l'œil du couloir dans la scène de la prison ou faire cligner des yeux les Ewoks, bon, dans le fond, on peut dire qu'on s'en fout un peu, c'est des petits détails. Et il y a même certains petits changements qui sont vraiment positifs. Par exemple, la nouvelle musique à la fin du Retour du Jedi. Et de même, le fait d'avoir ajouté des vues des différentes planètes de la galaxie permet de mieux conclure la saga. Même si, bon, avec le réveil de la Force, ça n'a pas servi à grand chose du coup. Refaire les incrustations, eh bien... je suis conscient que quand on remasterise un vieux film, on fait ressortir des défauts qui étaient masqués par le grain de la pellicule jusque-là, mais c'est pas une raison pour tout refaire non plus. Vous allez me dire que ça change rien ou même que c'est plus beau comme ça, mais le film perd en authenticité, disons. En historicité, monsieur. Mais bref, mettons de côté ces petites considérations et concentrons-nous plutôt sur le film en lui-même. Par exemple, je ne peux pas nier que la bataille de Yavin a beaucoup plus de gueule et est plus prenante dans la nouvelle version. Les vaisseaux sont plus rapides et plus nombreux, et la caméra est beaucoup plus dynamique et plus mobile. Ce qui était très compliqué à faire 20 ans plus tôt, à l'époque où les plans étaient obtenus via superposition de plusieurs plans filmés sur fond bleu. Les vaisseaux, les explosions, la surface de l'étoile noire, ce qui prenait du temps et était très technique. Surtout que c'était la toute première expérience d'ILM. Pareil pour les intérieurs de la Cité des Nuages dans l'Empire contre-attaque. Même si le fait d'avoir des couloirs fermés accentuait le sentiment de piège, puisque la ville est une prison en fait, bah on peut pas nier que le tout faisait quand même assez cheap. Les nouveaux décors font plaisir à l'œil, sauf pour ce faux raccord énorme, gros comme une maison, jamais corrigé depuis 25 ans. Mais bon, là je parle des changements qui sont réussis techniquement, parce que le plus gros problème de ces modifications, c'est que la plupart transpirent littéralement les années 90. Autant tout ce qui touche au vaisseau est globalement assez réussi, faut le dire, autant les créatures sont globalement... c'est moche quoi. Enfin, ça fait cinématique de PlayStation 2 globalement. Les êtres vivants en synthèse, ça a toujours été le plus difficile, et ça Spielberg l'avait bien compris. Rematez-vous les 2 premiers Jurassic Park, et vous verrez que les dinosaures en synthèse sont toujours filmés de loin ou dans la pénombre pour cacher les imperfections, et la faible résolution des modèles informatiques. Là, en pleine lumière ou en très gros plan, bah, ça passe juste plus du tout. Surtout que Lucas a une tendance à être très démonstratif et à vraiment utiliser les images de synthèse de façon outrancière. Et pas que les images de synthèse d'ailleurs. Quand Luke est capturé par le Wampa au début de l'Empire contre-attaque, la créature n'était presque pas visible dans la version originale. Dans l'édition spéciale, il a insisté pour qu'on la voie davantage. Pourquoi ? La première version était beaucoup plus angoissante. Et le pire, c'est quand on mélange les techniques, les marionnettes d'un côté et les images de synthèse de l'autre. Pendant tout le film, on est habitué à voir des extraterrestres en latex et, sans même s'en rendre compte, on assimile que dans ce film, les extraterrestres sont faits comme ça. On suspend notre incrédulité. Et d'un coup, on se prend des images de synthèse qui sont postérieures de 20 ans à la sortie du film. Et là, ça ne marche plus. L'immersion est complètement rompue. Les pires exemples, selon moi, sont dans le Retour du Jedi. D'une part, le Sarlacc, qui ne ressemble à rien et qui avait quand même beaucoup plus d'impact en étant la bouche d'une créature invisible, plutôt que ce truc là qui ressemble juste à une plante carnivore. Et d'autre part, la séquence musicale chez Jabba au début, qui ne marche pas du tout. Le mélange des techniques ne fonctionne absolument pas à l'œil, la nouvelle chanson est juste insupportable. Et surtout, ils ont même pas corrigé l'éléphant bleu. Alors que franchement, s'il y avait un truc à modifier dans cette édition spéciale, c'était clairement l'éléphant bleu. Bon, il y a quand même un contre-exemple. Le remplacement de la marionnette de Yoda dans La Menace Fantôme par le même modèle en synthèse utilisé dans les épisodes 2 et 3. Je sais, c'est la prélogie, ça compte pas, mais laissez-moi finir. Pourquoi ça marche ? Parce qu'on voit des extraterrestres en synthèse dans tout le film, donc même si ce modèle-ci est légèrement plus sophistiqué, ça passe. En plus, la marionnette d'époque était quand même fichtrement ratée, il faut le dire. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Enfin, le dernier gros changement cosmétique que les gens tendent à oublier, c'est la colorimétrie.
Lucas a eu une fâcheuse tendance à vouloir booster les couleurs, ce qui donne une image assez laide par moment, des magentas trop présents et des choix clairement très discutables. Heureusement, c'est un détail qui a été largement corrigé dans la réédition de 2020, où on est revenu à un étalonnage beaucoup plus naturel et plus agréable. Mais bon, tout ça c'est des détails. Ce qui a vraiment fait hurler les fans, c'est quand Lucas a décidé de modifier des éléments scénaristiques. L'exemple le plus fameux, c'est évidemment toute la polémique autour du hand shot first. Dans la première version, Han Solo se saisit de son arme et abat Greedo sans autre forme de procès. Un pauvre câble. Dans l'édition spéciale de 97, Greedo tire le premier et rate Han Solo, qui est littéralement en face de lui. Ça ne m'étonne pas. Et dans chaque réédition, la scène a été modifiée. Dans le DVD et le Blu-ray, il tire en même temps. Ça ne m'étonne pas. Et dans la version 4K, Greedo a une ligne en plus rajoutée au chausse-pied. Ça ne m'étonne pas. Mais bon, dans tous les cas, ça ne marche pas, parce que même si Lucas clame haut et fort qu'il n'a jamais été question que Solo tire le premier, toute la construction de la scène prouve le contraire. Et de toute façon, à ce stade-là du film, Solo, c'est encore un vaurien attiré uniquement par l'argent. Écoutez, je me contrefiche de votre rébellion et je me contrefiche aussi de vous, princesse. Ce que je demande, c'est d'être bien payé. Moi, c'est le fric qui m'intéresse. Donc c'est pas malvenu de le faire tirer le premier, surtout que Greedo, allait la battre de toute façon, donc... Parmi les autres changements du genre, remplacer l'empereur de l'Empire contre-attaque, qui était joué dans la première version par une femme avec des yeux de singe superposés, doublé par un acteur avec une voix grave, par Ian McDiarmid, qui joue l'empereur dans le reste de la saga, autant ça améliore la cohérence, autant on peut pas nier que c'est quand même plutôt irrespectueux pour les comédiens de l'époque. Et surtout, dans le même genre, on a la fin du Retour du Jedi, où Lucas a décidé de remplacer Sebastian Shaw, qui jouait Vador à visage découvert, par Hayden Christensen, qui jouait Anakin dans la prélogie, en affirmant qu'Anakin était mort symboliquement à la fin de la revanche des Sith. Ce que je comprends pas du tout, parce que la thématique même du Retour du Jedi, c'est la rédemption d'Anakin. C'est le titre du film, le Retour du Jedi. Oui, le Jedi qui revient, c'est Anakin, c'est pas Luke. Luke, il est pas parti. Pour conclure, que dire sur ces éditions spéciales ? Eh bien, je me répète, mais je n'ai rien contre les gens qui les préfèrent. Surtout que, si les versions cinéma ont été les seules visibles pendant 20 ans, de 77 à 97, aujourd'hui ça fait plus de 25 ans que les éditions spéciales sont largement les plus répandues. Donc c'est tout à fait normal que toute une génération ait découvert les films comme ça et y soit attachée. Et je précise évidemment également que je ne jette pas non plus la pierre aux techniciens des effets spéciaux qui ont fait un excellent boulot pour l'époque et qui ont travaillé avec beaucoup d'enthousiasme. Non, moi je veux juste qu'on laisse aux gens le choix. Qu'on leur fournisse les deux versions restaurées du mieux possible et qu'on les laisse se faire leur propre avis, voir quelle version ils préfèrent et les comparer, c'est tout. Quand Blade Runner est ressorti en Blu-ray, on a eu un coffret avec toutes les versions du film, y compris la version cinéma que Ridley Scott déteste avec sa voix off insupportable et son happy end ridicule. Idem pour Dark City, on laisse la version cinéma d'époque disponible sur le Blu-ray avec sa voix off imposée par le studio qui spoile tout, parce que des gens ont connu le film comme ça et le préfèrent comme ça. Idem pour les Aliens, Seigneur des Anneaux, Apocalypse Now, Abyss, Witty. J'en profite pour rappeler qu'à une époque, Disney a pas mal laissé planer l'idée que les versions originales ressortiraient en Blu-ray après le rachat de Lucasfilm. Mais j'ai l'impression que Mickey s'est une fois de plus bien payé notre gueule en nous laissant croire ça pour que la pilule passe mieux, sans jamais avoir l'intention de le faire pour de vrai. Et ça risque pas trop de changer vu à quel point la compagnie n'en a plus rien à cirer du marché de la vidéo et préfère nous inonder de séries Star Wars plus mauvaises les unes que les autres via sa plateforme Disney+. Donc, comme en 2019, je vais vous orienter vers les Despecialized Edition, un remontage amateur des versions cinéma effectué à partir des meilleures sources disponibles par un groupe de fans passionnés. It was the combination of all these sources that made it possible to recreate the experience of watching Star Wars as it was originally released. And a debt of gratitude is owed to the people who provided these sources by all those who will enjoy the Despecialized Edition Remastered. Le résultat, sans être parfait, force tout de même le respect et je pense qu'on n'aura jamais mieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous découvrez la chaîne, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche et également me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Et là, ça ne marche plus. L'illusion est rompue. L'immersion, putain. Ah.